Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire et bienvenue sur la séquence Sodiptech 2024 qui se lance, qui a commencé ce matin avec nos camarades du groupe de travail sur la décarbonation et qu'on va prolonger aujourd'hui avec un thème un petit peu particulier, avec une approche qui est un petit peu nouvelle sur la dynamique du pôle, qui est au sujet de One Health. Donc, merci à tous d'être présents. Et puis, pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'être présents, vous pourrez toujours le voir en replay. Petite consigne pour vous rappeler que le programme Sodiptech de cette année ne fait que commencer. Et on est parti pour 4 jours vraiment intenses. 3 jours en full webinaire et puis le 3 juillet prochain, donc c'est mercredi, nous serons en présentiel. Vous êtes bien sûr invités, on pourra même, ceux qui ne sont pas invités, vous nous sollicitez, on vous donne des codes pour que vous puissiez vous inscrire et être présents avec nous mercredi dans le 13e pour une journée assez chargée et avec vraiment des sujets très très intéressants. Alors, quelques petites consignes, un rappel pratique pour l'utilisation de chat. On va dérouler notre présentation qu'on a préparée avec les intervenants. Vous pouvez poser des questions. Pour ça, vous utilisez le chat. Et puis, vous avez la possibilité de poser vos questions. Et en fin de webinaire, on répondra, bien sûr, à toutes vos questions. Voilà. Ensuite... Là, les gens commencent à arriver. Donc voilà, le sujet de ce webinaire, il concerne donc l'enjeu One Health. Donc comme vous le savez, le pôle de compétitivité est organisé en vertical technologique et en horizontal sur différents enjeux. L'enjeu dont on va parler aujourd'hui, c'est peut-être le moins connu, c'est l'enjeu One Health. Alors One Health, qu'est-ce que c'est? One Health, c'est quelque chose qui est à la fois assez nouveau et puis finalement vieux comme le monde. Sur cette diapositive, on voit que dès la première réunion de l'Académie de médecine, on était déjà en train de se dire finalement il y avait une harmonie qui se faisait dans les santé entre l'animal, le végétal et l'humain. Et puis les choses ont en quelque sorte un peu basculé et on s'est vite retrouvé avec des enjeux individuels, des silos, qui ont mené à des industrialisations et à beaucoup d'innovations, mais finalement en séparant un peu tous ces sujets. À partir de 2000, il y a vraiment des gens qui ont réfléchi à revenir un petit peu à cette source et qui ont commencé à travailler cet enjeu One Health. L'idée, c'était de dire, on a des technologies, on a des savoirs sur 3 types de santé et il faut qu'on puisse les mettre en symbiose. Symbiose, c'était le terme qu'on employait, je me souviens, il y a quelques années, et qui s'était un petit peu perdu. Et donc, voilà, l'enjeu a été créé là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi au plus haut niveau et dans plein d'organismes, de syndicats agricoles, vétérinaires, et des gens qui sont sur ces problématiques. Et la dimension One Health, elle est particulièrement approchée sur la prévention. La prévention dès, j'allais dire, la qualité de vie, dès le bien-être, jusqu'à des préventions qui ont pour but d'éviter le retour à l'hôpital pour des gens qui ont été hospitalisés ou qui ont pu bénéficier de santé, par exemple sur la santé humaine, d'hospitalisation ou de soins intensifs. Voilà, on est sur une dimension de prévention, on est sur quelque chose de disruptif en quelque sorte, et donc forcément, si on est sur de l'innovation et qu'on est sur le disruptif, ça faisait sens que le pôle systématique se positionne. On a un écosystème technologique qui est très vaste, qui anime des technologies les plus pointues. Et donc, ces technologies, eh bien, elles peuvent se mettre au service de cet enjeu. Et c'est pour ça qu'on a créé ce webinaire. Alors, l'enjeu One Health au sein de systématique, il a déjà quelques temps d'existence. On a une gouvernance. On travaille sous la présidence de Ilham Garbi. Et puis, on a plusieurs personnes qui sont intervenantes sur la partie IA, qui est un sujet data IA, on y reviendra, mais c'est un sujet important en termes de technologie. Et puis, sur la dimension bioproduction, donc Vincent pour la partie data et Christophe pour la partie bioproduction. Cet enjeu, il est animé par moi-même et surtout avec le support essentiel de Catherine,
qui est notre grande prêtresse de l'organisation de cet événement, mais aussi de tous Audiptech, et on la félicite encore une fois. Voilà, donc dans vous connaissez un peu le principe des pôles, de notre pôle. Pour un enjeu ou pour un hub, on a un comité de pilotage, on a une équipe de direction, puis on a un certain nombre de membres, et on voit que dans notre membre, on a des gens qui sont à la fois sur des grands opérateurs d'hospitalisation, comme la PHP, des laboratoires, Systemix, des universités, et aussi un cabinet spécialisé sur le conseil au plus haut niveau, sur des sujets très avant-gardistes, OnePoint, et on aura l'opportunité d'avoir une intervenante de qualité, puisque Adeline sera là pour nous apporter un point de vue sur notre enjeu One Health. Voilà. Alors, One Health, comment est-ce qu'on l'aborde dans le cadre de systématique? Alors, comme vous le savez, la volonté de créer les pôles, elle était d'abord basée sur une labellisation des projets de recherche pour porter l'État à identifier les meilleures sources de financement pour les meilleurs projets. Donc, on est quand même là-dessus. Et donc, cet enjeu One Health, en fait, on l'aborde sur 2 cas. D'abord, les technologies, bien sûr, puisqu'on a plein de technologies, comme je le disais, qui seront en mesure demain peut-être de changer la face de cette santé actuelle et de devenir des acteurs importants de cette symbiose entre les 3 santé. Et puis, bien sûr, sur les cas d'usage. Jamais de bons projets sans un bon cas d'usage. Et donc, nous, on est là aussi pour identifier des cas d'usage, pour donner des idées, donner à penser aux technologies et donner aux cas d'usage aux grands intervenants qui peuvent être des mutuelles, qui peuvent être des institutions, qui peuvent être toute une série d'acteurs qui veulent s'impliquer dans cette santé, et bien leur donner le champ du possible en leur disant voilà les technologies, voilà ce qui peut être fait. De ces deux approches, on arrive à l'approche, j'allais dire, globale. Qu'est-ce que nous, on veut faire? Eh bien, on veut initier des projets. On veut conduire des projets qui vont aller changer cette face du monde, en quelque sorte, puisqu'on est sur un sujet qui est, j'allais dire, qui est presque philosophique, c'est-à-dire comment on va aller redonner de la symbiose à notre environnement, à notre santé, à notre prévention, et faire en sorte que l'humain, l'animal, le végétal et l'environnement puissent être en totale harmonie. Donc voilà pourquoi One Health est important sur la dimension du pôle et sur les missions du pôle. Alors, on va vous présenter 2 approches pour étayer cette démarche. D'abord, on va donner la parole à Adeline. Adeline, au sein du cabinet OnePoint, elle se présentera, elle va nous montrer que cette dimension, elle n'est pas seulement idéologique. Il y a déjà des gens qui travaillent dessus, il y a déjà des dimensions qui ont été lancées, et au plus haut sommet des décideurs, que ce soit public ou privé, on a déjà commencé à imaginer comment ça va se structurer. Et avec des modèles économiques, et comment, suite au RSE, qui a un succès, qui a embarqué tous les salariés, eh bien, on va pouvoir apporter cette dimension honnête. Et ça, donc, c'est Adeline qui va nous le présenter. Et donc, sans plus attendre, Adeline, c'est à toi, je te laisse la parole pour nous présenter. Merci, Christian. Présenter le cabinet et puis les réflexions sur ce sujet. Parfait. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin pour parler de sujet One Health. Donc, je me présente rapidement. Moi, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le conseil et j'ai particulièrement travaillé sur des sujets de transformation dans le secteur de la santé. Voilà, que ce soit en établissement ou sur des projets de transformation transverse au niveau régional ou même national. Et je m'intéresse depuis longue date au sujet effectivement de la prévention et de la transition écologique. Donc, ce qui m'a amené à m'intéresser naturellement à ce concept de One Health, en fait, qui est un concept, comme l'a dit Christian, qui est assez ancien, qui a été formalisé en fait un peu plus récemment par les grandes organisations mondiales, donc l'OMS, la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale, donc dans les débuts des années 2000. Et c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus aussi depuis le Covid, parce que ça a finalement cristallisé pas mal de questionnements et d'intérêts des scientifiques et du coup des politiques sur l'importance du concept de One Health. Alors, chez OnePoint, nous, on est un acteur actif sur le sujet de la transition écologique et plus globalement sur tous les enjeux de RSE.
Et on est aussi un acteur qui est particulièrement présent au sein du secteur de la santé. Et donc, ça nous a amené aussi naturellement à nous intéresser au sujet du One Health. Donc, c'est la raison pour laquelle, notamment, on a organisé récemment un event commun avec le Génopôle systématique, l'Université d'Evry, Paris-Saclay, sur comment mettre en œuvre concrètement sa propre démarche. Et donc, en ouverture de cet événement, on a souhaité alimenter la réflexion avec une étude. Donc, vous avez juste sous les yeux le slide qui fait référence. Et l'idée, c'était déjà pour l'ensemble de nos invités, donc ça allait au-delà du secteur de la santé. On va voir qu'effectivement la santé a peut-être un coup d'avance sur la thématique. Mais en tout cas, voilà, c'était de tout secteur confondu en France, de se rendre compte un petit peu du niveau de connaissance et d'appropriation du principe One Health au sein des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Donc pour ce faire, on a travaillé conjointement avec l'équipe systématique et l'ensemble des acteurs sur une enquête qu'on a ouverte donc de fin octobre de l'année dernière jusqu'au début d'année, jusqu'au 5 février de cette année. On a eu un panel d'environ 330 répondants et globalement une bonne représentativité intersecteur des répondants. Donc on était assez contents de ça. 2 secteurs qui ont été surreprésentés, donc la santé notamment et tout ce qui est secteur information communication. 2 secteurs sous-représentés qui sont l'hébergement médico-social et l'action sociale et le commerce, et donc 2 secteurs absents, la construction et le service au ménage. Non, je crois que je peux passer la slide normalement. Merci Catherine. De cette étude, 5 grands constats sont ressortis et qu'on trouvait intéressant de vous partager ce matin. Donc, premier constat, en fait, on a démarré l'étude par un peu un sondage du niveau de connaissance donc à froid, comme ça. Est-ce que les répondants avaient déjà entendu parler du concept? En fait, on s'est rendu compte que c'était un concept qui, même si les gens cliquaient pour répondre, donc étaient intéressés par le sujet, il y en avait quand même 2 tiers qui n'étaient pas familiers avec le concept. Et parmi eux, il y en avait la moitié à peu près qui n'avaient jamais entendu parler du sujet One Health. Donc ça, c'était un premier élément. On s'est rendu compte, quand on a creusé un petit peu plus, qu'en fait, il y avait quand même 5 secteurs qui étaient, on va dire, un peu à l'écart des autres secteurs. Donc, il y a notamment la santé, il y a l'enseignement, il y a l'agriculture. Et puis, de façon un peu plus étonnante, on a retrouvé l'hébergement et la restauration, mais qui sont un peu sous-représentés, donc je les mets un peu à part. Et puis surtout, la finance, l'assurance et l'immobilier. Et en fait, on s'est rendu compte à travers cette étude que finalement, ce sujet One Health, tout comme d'ailleurs la transition, les sujets de la transition écologique de façon plus globale, ils sont éminemment stratégiques en fait comme sujet pour ces secteurs-là. Parce que en fait, c'est des sujets qui rentrent de plus en plus dans tout ce qui est extra-financier, évaluation, CSRD, etc. Et du coup, ils y prêtent une attention particulière. Donc ça, c'est plutôt favorable pour le concept et une bonne nouvelle. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a un intérêt qui transcende finalement un peu les secteurs qu'on peut retrouver de façon, on va dire, plus intuitive, comme la santé et l'agriculture, sur ce sujet-là. Des autres enseignements de cette étude, c'est que 96%, donc on peut dire pratiquement la totalité des répondants, une fois qu'on leur a demandé s'ils connaissaient le concept, on leur a donné le concept donc tel qu'il a été formulé par les hautes autorités mondiales, OMS, OMSA et la FAO dans les années 2000. Et on leur demandait finalement s'ils trouvaient que ce concept était important pour la société, et pour l'économie. Et donc la quasi-totalité des répondants ont montré que ils trouvaient que c'était un sujet qui était éminemment important. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'après on déclinait un petit peu la question pour leur demander, mais finalement, ok, vous le trouvez très important au niveau de la société et de l'économie, quid de votre secteur? Là, on arrive à un nombre de répondants qui jugent le One Health important ou très important, qui est un peu plus faible, autour de 85%. Et si on leur demande pour leur propre organisation, là, on chutait à presque 70%. On voyait que plus on arrivait à un niveau fin, et plus les répondants trouvaient que c'était finalement peut-être moins pertinent pour eux, à leur niveau. Et donc, on s'est questionné sur ces réponses en se disant que finalement, il y avait peut-être deux aspects là-dedans. Le fait que ils reconnaissent ne pas forcément connaître le concept, donc c'est compliqué de s'approprier au niveau des organisations un concept qu'on connaît mal. Et puis le deuxième qu'on connaît souvent, c'est
voilà, en global, on voit bien l'importance, mais souvent, on a tendance à un niveau plus micro de se dire finalement, c'est pas moi qui suis responsable, mais c'est plutôt pour le privé, ça va être le public, pour le public, ça va être le privé, etc. Donc aussi ce syndrome de un peu de voilà de se dire que finalement c'est pas nous qui sommes à la manœuvre. Donc ça c'était le troisième grand enseignement. Ensuite, donc si on rentre effectivement plus dans ce que Christian appelait finalement les retours d'expérience concrets qu'on a pu mettre en exergue à travers de cette étude. Bon, 90% des répondants estiment que les enjeux de One Health ne sont pas ou peu partiellement pris en compte dans leur organisation. Par contre, voilà, il y en a quand même 2 sur 10 qui déclaraient avoir participé soit à une initiative, soit à un projet One Health au sein de leur organisation. Donc, quand même des projets One Health identifiés dans la plupart des secteurs et dans la plupart des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et un tiers de ces projets concernaient les 3 santé. Parce que One Health, effectivement, c'est vraiment la conjonction entre santé humaine, animale et environnementale. Et en fait, beaucoup d'organisations travaillent sur des initiatives qui sont soit environnementales, soit santé humaine, soit santé animale. Et finalement, parfois la jonction entre 2 santé, mais qui sont globalement vraiment One Health, il y en a un tiers, donc c'est déjà pas mal. Et ce qu'on a complété à travers certaines questions aussi de ce questionnaire, c'était de savoir de quel type de collaboration il s'agissait, quels étaient les freins. Donc, parmi ces collaborations, ce qui est ressorti en premier, c'était des collaborations interdisciplinaires. Et ça, c'est vrai que nous, ça nous intéresse particulièrement chez OnePoint parce qu'on a vraiment vocation, justement, à travers cette ambition d'être des architectes des grandes transformations et dans notre plan stratégique, on souhaite aussi s'inscrire dans le vivant. Et donc, avoir dans cette notion de One Health vraiment by design dans nos projets. Donc le caractère interdisciplinaire en fait est absolument incontournable dans les projets One Health, donc c'est pas étonnant que finalement ça arrive dans les premiers types de collaboration. 22% des projets de recherche conjoints, ça c'est la deuxième type de collaboration les plus fréquentes et donc qui concerne notamment l'enseignement mais pas que. Et puis les participations au réseau type en fait systématique sur ce réseau One Health notamment. Donc cet événement, là, je vous ai restitué finalement l'étude. On avait fait plusieurs retours d'expérience que vous pouvez retrouver dans un article qui revient de façon synthétique sur les interventions qu'on a eues. Mais on a eu effectivement une intervention d'un laboratoire pharmaceutique, Boehringer Ingelheim, qui revenait sur la complexité aussi de travailler de façon interdisciplinaire entre les différentes business units qui travaillent chez eux à la fois sur la santé animale et la santé humaine. Et je vous disais qu'on avait aussi posé la question dans l'étude, pour revenir sur l'étude rapidement, sur les freins. Et dans les freins, il y avait en premier lieu à 60% pour la mise en œuvre des projets One Health, le manque de sensibilisation et de connaissance du concept. Donc ça, on l'avait déjà identifié plus haut. Le manque de financement pour 40%, surtout dans le secteur de l'agriculture. Le manque de compétences et la complexité à mettre en œuvre des projets pluridisciplinaires. Donc ça, c'était un retour d'expérience qu'on avait eu d'intéressant au niveau de Boehringer. Et puis, on a eu l'intervention également côté santé du laboratoire Biogroup, qui expliquait comment finalement ils avaient pris d'emblée le sujet One Health comme un motto pour leur plan stratégique RSE. Et voilà, qu'ils avaient vraiment vocation en fait à intégrer cette dimension One Health dans toutes les briques qui composent leur stratégie sur le sujet responsabilité sociale et environnementale. Donc en conclusion, moi ce que j'aurais envie de dire, c'est que finalement aujourd'hui il y a des projets One Health. Ils sont portés peut-être davantage quand même côté public de mon point de vue. Donc ça fait aussi écho avec la crise Covid. C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience peut-être un peu plus forte de la porosité qu'il peut y avoir entre la santé animale et la santé humaine dans un premier temps. On parle beaucoup du climat, on se rend compte aussi que le climat est assez déterminant pour la santé humaine. Donc en fait, il y a un faisceau de signaux qui nous montrent que en fait, c'est pas juste un concept théorique, mais c'est vraiment un enjeu stratégique majeur pour l'ensemble des 3 santé, mais du coup pour la nôtre qui nous intéresse quand même de prime abord. Et que donc les acteurs publics doivent s'en saisir et il y a des réseaux One Health qui se constituent, qui
qui font des cartographies, qui ont vocation au niveau territorial vraiment à coordonner l'ensemble des acteurs sur des projets transdisciplinaires. Et de notre point de vue, chez OnePoint, il y a trois grandes problématiques en fait qui peuvent être intéressantes pour les organisations, et en tout cas de travailler avec eux et de les accompagner et de progresser ensemble. C'est sur tout ce qui est offre déjà de formation, de sensibilisation pour à la fois permettre aux organisations et aux secteurs de bien comprendre, bien assimiler le concept pour pouvoir identifier les leviers d'action au sein de leur plan stratégique et de leur organisation, et comment transformer aussi les métiers. Donc ça, c'est un premier axe. Il y a tout ce qui est actif technologique et donc qui est vraiment congruent avec le thème de ce webinaire de ce matin sur les innovations technologiques. Finalement, c'est de créer des assets digitaux qui vont permettre soit d'agir directement sur l'impact qu'on peut avoir au niveau One Health, que ce soit sur une, deux ou trois santé. Et puis après, il y a le pilotage intégré de cet impact One Health au sein des projets. Donc voilà, ça c'est autant de sujets sur lesquels OnePoint travaille actuellement avec des équipes disciplinaires variées qui nous permettent d'avoir vraiment la réflexion sur toute la chaîne de valeur des projets. Merci beaucoup. J'en ai terminé avec cette présentation. Très bien. Eh bien, merci Adeline. Effectivement, ça nous pose le contexte de l'idéal One Health, du concret que vous aviez déjà démontré et qu'on avait démontré ensemble lors de l'événement, et puis le champ du possible. Et le message qu'on veut faire passer aujourd'hui par ce webinaire à nos membres, c'est rejoignez-nous parce qu'il y a des opportunités, parce que on est par tradition, quand on est dans la deep tech, des sources de disruption des activités et des marchés. Et là, vous le voyez que par rapport au silo de l'agroalimentaire, de l'élevage, de l'environnement et de la santé humaine, eh bien, il y a quelque chose qui émerge, qui est déjà un peu structuré, et donc il y aura des opportunités pour les nouvelles technologies et les nouvelles approches. Donc, eh bien, merci Adeline. Et puis, on a quelques questions, on les posera juste à la fin. Et alors voilà, maintenant pour étayer en quelque sorte concrètement, on a vu, Adeline nous a parlé des cas d'usage potentiels et la manière dont OnePoint se positionnait pour identifier des cas d'usage. Bien maintenant, on va commencer à parler de l'autre thème, de la dimension projet. Et pour ça, on accueille François qui est le président de KineTurtle, et KineTurtle a lancé un projet qui est en quelque sorte un peu disruptif. Il va nous le présenter, c'est le projet Pléiade, et qui a été labellisé par le pôle. Et le principe de Pléiade, c'est pour vous montrer que, quelle que soit son activité, on peut déjà aller chercher un peu de disruption et travailler sur des projets avec des cas d'usage, ça c'est toujours important, pour aller proposer des technologies un petit peu de manière divergente par rapport à l'ordre établi, comme on pourrait le dire. Voilà, donc François, eh bien, je te passe la parole et c'est à toi. Bonjour à tous et merci pour l'opportunité. Vous m'entendez bien ? C'est bon ? Nickel. Nickel, très bien. Alors effectivement, comme le dit Christian, ce genre de sujet, ça ne peut se faire que dans un écosystème où les gens font de l'armure et travaillent ensemble. Donc c'est effectivement très très important que Systématique puisse proposer de faire une dynamique où des acteurs complémentaires vont pouvoir travailler ensemble. Et puis, comme nous l'a dit Adeline, il y avait quand même un moment de la présentation où on pouvait se dire, oula, il faut être courageux pour se lancer sur le sujet. Effectivement, difficulté du fait que beaucoup de gens
ne voient pas forcément le sujet de façon claire et que donc il va falloir faire de l'explication pour rentrer dans les choses. Il n'y a pas forcément les budgets pour faire. Il y a besoin par nature de s'intégrer dans des écosystèmes complexes et donc effectivement il faut être courageux pour se lancer. Et d'un autre côté, justement la réponse elle va être dans d'une part le fait d'y aller à plusieurs et dans des écosystèmes et le fait d'attaquer les verrous que nous avons devant nous. Donc je vais vous faire là un zoom sur certains verrous que nous voyons pour One Health et que nous sommes en train de combattre sur d'autres grandes thématiques, mais en fait qui ont beaucoup de points communs comme on va le voir. Je vais vous parler à la fois au nom de KinTurtle, dont je suis président, et de Pléiade, qui est un consortium qui allie Alcatel, le CEA, Opsia et KinTurtle. Nous sommes une émanation d'un travail fait au cœur de la filière santé numérique, grand écosystème d'une trentaine d'institutions avec à la fois les territoires de santé les plus en pointe en e-santé en France, des grands industriels comme Dassault Systèmes, Alcatel, des acteurs de projets, soit côté professionnel de santé, soit côté technologie. Nous avons un grand projet autour de Pléiade de lever des verrous data IA dans le système de santé et je vais faire un zoom sur le fait de étendre au périmètre One Health ce qui est d'ores et déjà dans les cartons pour d'autres éléments de façon à pouvoir à la fois gagner du temps et gagner en visibilité sur ce qui est possible sur le sujet. Les trois grands verrous que nous avons voulu faire sauter dans le cadre de Pléiade, c'est d'abord celui de l'interopérabilité, celui de la qualité et de la quantité de données précises, alors personnalisées lorsque c'est la santé humaine, mais ça sera personnalisé aussi pour la santé animale. Et contextualiser, une même donnée n'a pas du tout la même valeur selon qu'elle a été prise dans un contexte ou un autre. Donc, toute cette interopérabilité qui bloque les projets de santé. Comment faire une interopérabilité ici et maintenant? Deuxième grand verrou qu'on a voulu faire sauter, c'est que dès lors que on a plus de data, très vite on a trop de data. C'est-à-dire on reçoit un tsunami de data et du coup il faut les hiérarchiser, faire en sorte que on ait le juste nécessaire de celles qui vont nous permettre de nous mettre sur les bonnes priorités et de les traiter. Et donc le deuxième verrou, c'est la détection et la hiérarchisation des situations à risque. Comment faire en sorte, dans une masse de données, de trouver l'aiguille dans la botte de foin et les endroits où il faut vraiment agir. Troisième grand sujet, la portabilité. C'est vraiment notre obsession d'une certaine façon. On subit énormément dans la santé le fait que des projets extrêmement prometteurs marchent très bien à un premier endroit et meurent dès qu'on essaie de les mettre dans un deuxième endroit parce que le contexte est trop différent. Nous, en fait, dans la filière santé numérique d'une manière générale et chez KinTurtle en particulier, on ne fait les choses que quand on sait qu'elles vont être portables. C'est-à-dire que si elles marchent à un endroit, elles marcheront dans un autre, même face à un autre dossier patient, une autre plateforme régionale, un autre contexte, ville-hôpital. Du coup, trois couleurs qui vont rester sur les slides suivantes. On va se focaliser, encore sur la slide d'avant. Les trois couleurs disent que on fait en sorte d'avoir beaucoup plus de data pour avoir la précision et la complétude, et c'est la partie orange. Nous la mixons avec la partie verte de beaucoup plus d'algorithmes par une IA symbolique explicable. Donc les données, nous allons pouvoir les faire rentrer dans un moteur d'IA de façon à détecter et hiérarchiser. Et ensuite, tout cela, on le fait dans le cadre d'une digitalisation en phase avec la feuille de route nationale, c'est-à-dire la fameuse petite maison d'il y a quelques années, avec les socles et les bouquets de services numériques popularisés dans Ma Santé 2022, travaillés dans la feuille de route. Et on est à fond dans cette logique d'avoir des socles parfaits par rapport à la feuille de route et des services numériques qui rentrent dans cette logique. On peut passer effectivement à la suivante. Et celle-là, elle est tirée tout bêtement de nos présentations sur Pléiade pour vous dire que ce que nous avons d'ores et déjà fait avec Alcatel, le CEA, Opsia et KinTurtle, c'est qu'on a étudié à gauche quelles sont toutes les grandes évolutions du système de santé qui sont en train d'être travaillées. Il y a bien sûr
les plateformes e-parcours et les e-parcours d'une manière générale pour faire des suivis post-hospitaliers, des allers-retours sur l'ensemble du parcours du patient. Il y a bien sûr l'approche populationnelle de la FHF en particulier, les DAC, les CPTS, les GHT, tous ces contextes où on voit bien que chacune de ces démarches correspond à ce dont on a besoin, mais est freinée par des problématiques souvent data, IA et organisationnelles. On regarde aussi la partie à droite avec la manière de s'intégrer dans les solutions qui sont d'ores et déjà là. Beaucoup des grands investissements ont été faits pour favoriser ces grandes évolutions organisationnelles. Or, on a d'un côté les espaces numériques régionaux de santé des grades dans chaque région. On a les DPI, les EDS dans les GHT et les CHU. Et on a tout ce travail en cours de standardisation de la data, de rentrer dans la feuille de route et d'interopérabilité avec toutes les difficultés qu'on connaît. Et bien au centre, entre ces organisations nouvelles que l'on veut faciliter à gauche et entre tout ce contexte complexe pour faire évoluer ces problématiques de data, eh bien on a nos solutions où on arrive avec, je peux pas passer au travers, j'ai pas le temps ici, mais au travers des différentes dimensions de Pléiade, on va faire en sorte d'avoir les informations et d'être alerté en temps réel sur là où il faut faire des actions grâce à un profilage des patients d'une manière générale et donc une détection précoce qui permettra tout un ensemble de choses. On va l'illustrer sur la slide d'après pour justement montrer comment on va intégrer One Health dans tout cela. On reprend les trois couleurs. Eh bien, sur la partie orange, nous avons donc toute cette data intelligence qui est amenée par nos solutions et d'ores et déjà la capacité de KinTurtle et Opsia à collecter les datas depuis hôpital et ville, avec le fait que KinTurtle est capable, même quand les données ne sont pas au standard et sont dans des formats et des structures qui ne correspondent pas au standard, de les mettre dans les standards et donc de les mettre en qualité pour que derrière elles puissent être utilisées dans l'IA. Dans le cadre de Pléiade, nous avons le CEA qui va ramener des données supplémentaires, des données non structurées, des comptes rendus par exemple, pour en faire des datas structurées qui vont venir compléter toutes les datas qu'on aura d'ores et déjà. Et bien évidemment, nous prévoyons en bas que Pléiade ajoute des datas de l'exposomique, c'est un des grands sujets de la filière santé numérique, de faire en sorte qu'il y ait les données de pollution, des différentes dimensions qui d'habitude ne sont pas dans nos systèmes d'information et qui vont pouvoir l'être. Dès lors qu'on a toutes ces informations en orange à droite, eh bien on va les faire passer dans un moteur d'IA et une dynamique d'IA qui sera mis en place. Et en l'occurrence, eh bien on a d'ores et déjà l'IA de KinTurtle qui détecte les situations requérant une action. Parmi toutes les données, quelles sont celles qui requièrent une action? Et nous sommes capables de détecter les déviations par rapport au protocole qui a été défini, que ce soit dans la responsable populationnelle ou dans les e-parcours, en ayant les données de vie réelle, précises, contextualisées. On compare au protocole et à ce qui est planifié, et du coup on détecte les anomalies. Bien évidemment, les priorités One Health pourront être mises en algorithme de la même façon que nous mettons d'ores et déjà la sécurisation de la prescription, l'analyse de la biologie et tous les éléments d'ores et déjà de santé humaine. Nous serons capables de l'étendre non seulement séparément à la santé animale et à la santé environnementale, mais à la synergie des trois qui est bien sûr le point clé. Bien sûr, c'est du travail, il y aura besoin d'expertise. Par contre, nous avons, nous, l'expertise de transformer l'expertise de recherche et scientifique dans des algorithmes qui fonctionneront avec les datas en orange et qui, grâce aux algorithmes en vert, pourront amener les usages en bleu qui sont en haut. Les usages, pour l'instant, nous avons d'ores et déjà chez KinTurtle une sécurisation du patient durant le séjour et donc on amène la qualité à l'hôpital par le contrôle des prescriptions. Et puis, dans le cadre de Pléiade, nous avons une coordination ville-hôpital et une couverture territoire avec la capacité à vraiment suivre le patient sur tout son parcours et à traiter la population dans son ensemble. Bien évidemment, les usages sont amenés à être étendus
à la partie vétérinaire, à la partie animale et à du RSE global. Et de fait, ce savoir-faire que nous essayons de travailler avec l'ensemble des experts déjà sur les pharmaciens pour la iatrogénie et sur les coordinateurs de la responsabilité populationnelle pour le ville-hôpital, eh bien, nous le travaillerons de la même façon avec des experts du One Health de façon à étendre ces usages. On va conclure par la dernière slide avec les différents éléments que nous pourrons amener. Donc, nous savons que la protection de la santé de l'homme passe par celle de l'animal et de leurs interactions avec l'environnement. Et dans ce cadre, Pléiade peut jouer un rôle pivot dans la démarche One Health grâce à une approche intégrée et collaborative entre ces secteurs. Donc, nous travaillons à être capable de faire la centralisation des données qui permettra de faire cette synergie entre les 3 dimensions de santé et à être capable de l'utiliser derrière dans une IA. On a des capacités d'analyse avancées en identifiant les tendances, les corrélations, en trouvant les aiguilles dans les bottes de foin. Ça peut conserver les zoonoses, ça peut concerner toutes les parties. On a la capacité à faire du partage de données en temps réel qui permettra tout un ensemble de travaux, soit au quotidien dans la prise en charge en temps réel, soit dans la recherche en prenant le recul et en créant de nouveaux éléments scientifiques. Les solutions, bien sûr, doivent être au service d'une coordination et d'une collaboration entre tous les acteurs. Là, c'est notre synergie avec Alcatel qui va être fondamentale avec un portail collaboratif extrêmement puissant pour que tout ce que l'IA de KinTurtle aura déterminé puisse devenir quelque chose de simple, prenant peu de temps pour les professionnels de santé. Nous ferons bien sûr tout ce qu'il faut en matière de traçabilité de tous ces éléments et comme on le fait pour l'homme, de faire en sorte pour les autres dimensions aussi. Et puis, ça pourra être différents usages, par exemple la réduction de l'utilisation des antibiotiques, par exemple tout un ensemble d'éléments où, dès lors qu'on a les données, dès lors qu'on a l'algorithme pour dans cette masse de données détecter ce qui mérite vraiment d'être pris en compte par les coordinations, qu'on arrive à l'action qui est nécessaire. Donc voilà pour le concret de ce que KinTurtle, Pléiade, la filière santé numérique peuvent amener dans les dimensions One Health. Jamais seul, bien sûr, forcément avec un écosystème d'acteurs sur le terrain, d'experts pour penser les bonnes priorités. Et nous sommes habitués à fonctionner comme ça et c'est bien sûr ce que nous voulons vous proposer de faire avec vous. Parce que tu nous as bien posé la problématique et surtout tu nous as bien démontré que on n'est pas seulement dans l'incantation, on est aussi dans le concret et que les professionnels comme tu l'es, comme KinTurtle est déjà très présent sur ces marchés, vont chercher cette innovation, vont chercher cette approche disruptive. Et du coup, je vous remercie tous les deux déjà parce qu'on a eu, comme on le disait, on a eu la partie cas d'usage prospective et puis la partie concrète. Maintenant, on va passer à une série de questions que nous avons reçues, mais vous pouvez toujours en poser, n'hésitez pas à en poser dans la foulée. Alors, la première question, hop, que je retrouve le bon endroit, question numéro 1. Du coup, une question pour Adeline. Adeline, alors, est-ce que le concept de One Health pourrait devenir à terme un modèle économique, un modèle d'engagement avec une économie, comme c'est le cas pour le RSE? Merci Christian et François, n'hésite pas à compléter ma réponse, mais merci pour cette question. Alors, est-ce que ça pourrait devenir un modèle économique comme le RSE? En fait, de mon point de vue, mais c'est moi la façon dont je conçois aussi le concept de One Health. Pour moi, c'est un peu la prolongation ou en tout cas peut-être une autre façon de poser la même question. C'est vrai que la dimension RSE aujourd'hui, c'est un business model, enfin ça peut être des modèles économiques pour un certain nombre d'entreprises. Ça fait écho à des normes et des obligations réglementaires pour que ce soit les acteurs publics et les entreprises d'ailleurs. One Health, c'est aujourd'hui pas quelque chose qui est entré, en tout cas de la même manière et sous une appellation
du même nom dans la réglementation. Pour autant, voilà, il y a tout ce qui est volet environnement de la RSE, c'est déjà une partie du One Health. Sur la santé humaine, sur la santé animale, il y a aussi des réglementations qui s'appliquent. Donc en fait, le One Health, c'est juste pour moi un concept qui permet d'avoir cette vision unifiée d'une même problématique. Et de même que pour la RSE, effectivement, ça peut être un modèle économique, ça peut être un objet de développement. Voilà, je parlais d'assets digitaux tout à l'heure. Typiquement, ça, c'est des modèles économiques qui viennent s'adosser au concept de One Health. Donc, la réponse est oui. Très bien, François, tu as peut-être Peut-être en 2 mots, effectivement, tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Adeline. Ce qu'il y a de formidable dans One Health, c'est que ça donne un chapeau commun à beaucoup de choses. Et on en a un besoin absolu parce que je disais qu'un des plus gros problèmes dans la santé, c'est que on faisait des solutions géniales qui marchaient dans le premier endroit où on était, mais dès qu'on passait dans un deuxième, ça ne marchait plus et du coup la majorité de l'argent était jeté par les fenêtres. En l'occurrence, un autre sujet majeur, c'est qu'on manque d'objectifs définis commun. C'est-à-dire dès lors qu'on sait quelle est la cible et dès lors qu'on sait comment les différentes actions devraient converger vers quelque chose, ça aide énormément à faire le tri, à choisir les bonnes technologies, à faire en sorte que quand on choisit une technologie, on la choisit pas seulement pour un projet, mais pour plusieurs. Et en l'occurrence, ce que je vois d'extraordinaire dans One Health, c'est que au lieu de faire d'un côté des actions de santé animale, d'un autre côté de santé humaine, au lieu de penser des actions de façon désordonnée où en fait, dès lors que l'on doit les faire converger, on doit faire des interfaces comme un plat de spaghettis et au bout d'un moment, les données ne passent pas. Le One Health, c'est vraiment parmi les meilleures cibles communes qui peuvent permettre de mutualiser les actions qui sont faites dans la direction de cette cible. Et je pense que derrière, du coup, les modèles économiques, dans un premier temps, c'est compliqué, mais dans un deuxième temps, pour un objectif One Health, on peut mettre en commun et mutualiser des ressources financières de projets qui auraient été différents et faire en sorte que le projet soit beaucoup plus efficient pour plusieurs objectifs à la fois. Et c'est probablement ça que One Health va amener d'un point de vue modèle économique. Ouais, merci Adeline, merci François. Et bien là, ouais, effectivement, on a bien posé le contexte. Alors, question suivante que je m'y retrouve dans ma liste. Question 2. Alors, la question 2, c'est quelles technologies seraient les plus pertinentes pour aborder One Health aujourd'hui? Alors, je vais faire une petite introduction et puis vous pourrez naturellement, bien sûr, intervenir, Adeline et François. Nous, on voit que chez nos membres, hein, dans nos différents hubs technologiques, on a beaucoup, bien sûr, de capacités d'analyse et de traitement de la donnée, hein, et c'est un sujet qui est, pour le coup, qui est porté par le pôle et sur lequel François a montré l'intérêt des sujets. Mais on a aussi beaucoup de structures qui sont en mesure d'avoir des capteurs. On a en termes d'optique et de photonique, on a beaucoup de capteurs qui peuvent être déployés sur différents territoires, qui peuvent être embarqués sur des drones, hein, puisque, pour rappel, on a aussi un hub qui travaille sur le drone autonome. Et donc, je pense que plus on aura de capacité à imaginer des interactions et des captations, plus on a déjà des capacités à travailler de la donnée, à travailler de l'intelligence artificielle pour réfléchir, et plus on aura de possibilités d'apporter des points de vue. Voilà. C'était juste pour faire un petit préambule. Mais peut-être, Adeline, qu'est-ce que tu imagines, toi, comme technologie ou comme sujet qui pourrait intéresser des entreprises de technologie, chercheurs, sur l'approche de One Health? Oui, il y a beaucoup de technologies, à mon sens, qui sont intéressantes pour One Health. Peut-être un de ceux qui aujourd'hui est le plus en cours de déploiement, je pense, c'est les SIG, les systèmes d'information géographique, qui permettent d'avoir de la data en fait géolocalisée
Donc en particulier pour tout ce qui est zoonose, etc. C'est voilà, c'est vrai que le sujet One Health, c'est un sujet à la fois planétaire, mais c'est aussi beaucoup un sujet local, et notamment pour tout ce qui est transmission de maladies de l'animal vers l'homme. En fait, on a besoin d'un suivi, d'une captation d'informations vraiment à un niveau très fin. Donc ça me paraît être une technologie qui est très intéressante. Et après, de manière générale, tout ce qui est big data, IA, ce sont des technologies qui ont beaucoup de cas d'usage pour le coup sur les sujets de One Health. Pour donner 2 exemples, mais il y en a d'autres. J'ai rien à rajouter, j'ai juste à aller en profondeur sur chacun des sujets parce que je suis totalement d'accord avec ce panel. Je pense effectivement que le One Health, c'est avant on travaillait sur l'exposomique qui est très commune avec One Health, hein, et on a effectivement déterminé dans la filière que cette partie de SIG est absolument fondamentale. On travaille sur des jumeaux numériques territoriaux qui de fait sont très basés sur des SIG. Et effectivement, c'est probablement la partie de l'informatique qui est pour l'instant totalement sous-utilisée, qui devrait déboucher maintenant dans la santé par le fait que One Health devienne une priorité. Après, effectivement, Big Data et IA, j'en parlais tout à l'heure, donc en 2 mots peut-être. Sur la partie data, le point clé vraiment, ça va être l'utilisation des standards. Hein. Nous sommes le seul secteur qui a refusé d'utiliser des standards depuis des décennies, hein, dans la chimie, l'automobile, l'alimentaire. Depuis très longtemps, il y a des standards. J'ai vu qu'il y avait une question sur les normes. Je savoure de pouvoir y répondre un peu plus tard. Mais en l'occurrence, le fait d'utiliser les standards comme ça a réussi dans d'autres secteurs est absolument une clé. Et les data deviendront vraiment la richesse qu'elles doivent être dans la santé le jour où on aura fait assez de chemin vers l'utilisation des standards. Ça, c'est un point. Et puis sur l'IA, effectivement, peut-être juste une petite incise sur le fait qu'il y a bien sûr le machine learning, le deep learning qui vont amener énormément de choses, mais ne surtout pas oublier la partie déterministe, la partie symbolique explicable. Et en l'occurrence, en utilisant bien chacune des IA aux bons endroits, chacune aura un impact fondamental. Mais je pense que dans un premier temps, pour One Health, il va falloir d'abord travailler sur des datas qu'on met au standard et que l'on passe dans une IA symbolique explicable, parce que c'est comme ça que les experts pourront avoir les manettes et savoir dans quelle direction on fait évoluer le sujet. Voilà. À toi, François. Dans combien de régions est déployée la coordination ville-hôpital avec KinTurtle? Pas assez. Alors, soyons très clairs, la coordination ville-hôpital, c'est le Graal et c'est la grande difficulté. Depuis 10 ans, il y a eu des investissements très importants. Il y a eu les territoires de santé numérique qui ont donné lieu à 5 régions avançant avec des plateformes. Puis ensuite, il y a eu l'appel d'offres Snack e-Parcours et maintenant les 4 plateformes agréées dans les régions. Et on sait très bien que à la fois ça a avancé pour faire des bases sur tout un ensemble de choses, surtout que Ma Santé 2022 a recadré certaines choses pour que ça soit la solution de l'avenir. Et d'un autre côté, pour l'instant, les e-parcours n'ont pas de data structurée à l'intérieur. C'est avant tout une mise en relation des acteurs d'un cercle de soins et ensuite des échanges en messagerie sécurisée de documents qui se regardent à l'écran. Nous, en fait, quand on parle de coordination ville-hôpital, on veut passer à une toute autre phase où ce sont des données structurées qui, du coup, peuvent être dans une IA et faire des automatisations. Et donc, c'est quelque chose qui, à la fois, doit venir s'insérer dans ce qui a d'ores et déjà été fait, puisqu'il y a déjà des plateformes, il y a déjà des services numériques, il y a déjà des choses très différentes d'une région à l'autre, au passage, mais il y a des choses et il faut s'insérer dedans. Dans ce contexte, je réponds à la question
Nous avons un prototype qui est en région Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a demandé justement de mettre en œuvre cette solution. Et donc, on a une première partie, donc des socles et un premier service numérique qui ont été mis en place selon cette logique de coordination ville-hôpital. Et c'est sur cette base qu'on veut faire dans d'autres endroits. Pour le reste, en créant le consortium Pléiades, justement, nous avons attaqué le problème de face en disant que on voulait faire un grand projet qui serait d'abord piloté dans 3 régions différentes sur 3 sujets différents. Et nous avons des choses bien avancées dans 3 régions pour qu'un projet de ce type se mette en place. Mais c'est en train de se faire. Donc pour l'instant, je suis obligé de répondre mais avec une solution qui doit être généralisable par nativement. Et donc avec une perspective d'aller beaucoup plus loin. Et au passage, si dans l'assistance certains ont en tête ce genre de projet et voudraient faire tomber ce verrou, nous sommes totalement à l'écoute. Je crois que Christian est en train de parler, mais il est en mute. Ah, oui, effectivement, merci Adeline. Oui, donc juste pour ajouter que effectivement le projet et le déploiement de cette initiative du projet Pléiades va demander un certain nombre de financements et que nous, pôle de compétitivité systématique, nous avons labellisé le projet Pléiades pour lui permettre d'être encore plus, j'allais dire, pertinent pour aller chercher des financements. Voilà. Alors, autre question. Alors, attendez, je regarde si j'en ai pas oublié une. C'est la 5, hein, c'est ça. Ah ouais, alors, quelles sont les actions non, celle-là, c'est pas la 5. Je me demande un petit instant, j'ai cafouillé un peu. Alors, une question. One Health ne risque-t-il pas d'ajouter trop de normes et de réglementations ? Sachant que le principe de One Health qui travaille sur la prévention, c'est justement aussi de pouvoir s'affranchir un peu de toute la règle, de toutes les règles et de toutes les normes qu'on voit dans le health tech ou dans la medtech, et que c'est aussi l'intérêt de pouvoir aller faire des expérimentations sans justement être sous la tutelle des normes de santé, j'allais dire, communément admises aujourd'hui. Mais peut-être Adeline peut nous donner un point de vue là-dessus. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a un certain nombre d'éléments de la RSE qui se rejoignent déjà avec le One Health. Donc, de mon point de vue, en fait, les aspects réglementaires, même s'ils se nomment pas One Health, ils sont déjà soit là, soit en cours de développement. Donc, ce sera pas, de mon point de vue, ce sera pas une réglementation, en tout cas dans l'immédiat, qui va s'intituler sous ce chapeau-là, qui risque d'arriver, mais voilà, c'est bien des briques qui sont justement, comme disait François, et c'est bien en fait, la vocation de One Health, c'est d'avoir cette vision intégrée, et je pense que le législateur, lui, il est plutôt dans une vision encore en silo, qui est, je sais pas si elle est positive ou négative, mais en tout cas, pour l'instant, elle est plutôt celle-ci. Et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, les organisations qui n'intègrent pas ces préoccupations RSE ou One Health dans leur modèle économique, justement, ils sont forcés. Et on peut le voir de façon négative, mais on peut aussi le voir de façon positive. Et c'est une façon d'avoir finalement une voiture balai un peu pour pousser tout le monde à agir. Donc moi, je le vois pas de façon forcément négative, mais c'est une vision, on va dire, subjective. Et François, je crois que vous voulez réagir aussi à cette question. François. Oui, j'ai dit que je savourais d'avance, merci. Effectivement, c'est toujours un sujet. D'ailleurs, on a beaucoup entendu ces derniers mois beaucoup de haine sur le mot norme d'une manière générale. Et c'est vrai que on voit bien que certaines normes enlèvent de la liberté et bloquent des activités. Donc, il y a certaines normes qui sont effectivement haïssables.
Par contre, dans la santé, justement, on a tellement peu appliqué les normes qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles parce qu'on ne les a pas appliquées. Et donc, il y a des normes haïssables et puis il y a aussi des normes où, au contraire, il faut absolument les suivre. Et je vais juste faire deux dimensions. Je pense qu'en matière de normes, One Health, à un moment, va pousser les différents acteurs à générer des informations et les partager d'une façon normée. C'est la seule solution pour qu'on ait assez d'informations à croiser pour détecter ce qu'il faut faire et pour optimiser la manière de traiter les sujets. Je prendrai comme exemple la norme FHIR, par exemple. On met énormément de temps à mettre en place la norme FHIR pour faire en sorte que les flux de données entre différentes solutions puissent fonctionner de façon optimum. Eh bien, bien évidemment, si on veut que One Health avance, il va falloir mettre l'accélérateur parce que oui, c'est un effort et d'un autre côté, ça fait gagner tellement de temps et tellement de qualité d'avoir mis en place ce genre de normes. Je pense aussi à SNOMED, je pense aussi à l'OINC, tous ces standards, soit de format de données sémantique, soit de format de flux syntaxique. Ces normes-là, il va falloir y passer parce que c'est seulement quand les différents acteurs, justement, utiliseront bien ces normes que on aura la possibilité de centraliser ces informations et les croiser de façon à générer de la connaissance, et ce sera fondamental. De l'autre côté, on peut aussi anticiper qu'il y aura des normes qui viendront à mesure que, grâce à nos technologies et grâce à nos travaux, on va rendre possible certaines choses, genre par exemple détecter les risques majeurs environnementaux qui donnent un impact sur la santé dans une région. Pour l'instant, bien sûr, on pourrait absolument pas mettre une obligation à un département de savoir faire ça parce qu'il n'y a pas de système pour l'instant qui l'aiderait pour cela. Mais une fois qu'on aura travaillé et qu'on aura amené vraiment un plus sur ce genre de sujet, bien sûr, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des normes en disant il sera anormal qu'un territoire n'ait pas une solution qui permette de anticiper certaines choses, de faire de la prévention, etc. Donc, oui, c'est un problème s'il y a trop de normes qui sont bloquantes. Et d'un autre côté, on peut aussi espérer qu'il va y avoir un meilleur respect des normes existantes qui déjà sont là et qu'il y aura de nouvelles normes dès lors qu'on aura inventé de nouveaux possibles dans la santé. Déjà des passerelles. Alors, je voudrais juste faire un petit point concernant les passerelles que moi j'ai identifiées et sur lesquelles j'ai le plaisir d'intervenir. Ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai assisté à un salon, à un congrès qui était sur VetInTech, donc le salon de la technologie pour les vétérinaires. Et effectivement, on a beaucoup parlé des interactions avec les autres santé et les environnements. Et puis aussi pour vous faire part d'une initiative qui a été lancée par un des membres de notre pôle, qui est Novacom, et je salue Driss du reste que j'ai vu dans le public, et le think tank Agriday pour justement porter une dimension scoring qui est en train de s'imaginer, de manière à ce que chacun des entités publiques, privées, des industriels ou des collectivités puissent, c'est ce que tu disais François, s'accaparer ce sujet avec un référentiel. Et la semaine dernière, nous étions avec Driss justement à une réunion où on a vu beaucoup d'acteurs, y compris des acteurs de mutuelles qui sont très intéressés pour s'impliquer dans cette démarche et la rendre intelligible pour des grands décideurs publics et privés. Voilà, sur les passerelles, sur les interactions, Adeline, François, vous avez un exemple, un sujet. Adeline l'a longtemps démontré, l'a beaucoup démontré dans son événement, parce que c'était un peu le but de l'événement aussi. Oui, pas de commentaires particuliers sur cette question.
Non, non, moi je pense Bon, que ok, il faut effectivement faire des projets qui soient qui incluent plein d'acteurs et donc bah, il faut des événements où les gens se rencontrent comme celui dans lequel on est et où on imagine des manières de coopérer et puis après utiliser les bonnes technologies pour ces coopérations. Mais je pense que ça a été assez dit, ouais. très bien. Alors, question suivante, puisqu'on arrive déjà au terme de notre webinaire, mais on peut dépasser un petit peu. Voilà, alors, question suivante. Comment éviter la cacophonie d'informations? Avoir le même discours pour acquérir la confiance du grand public et surtout inclure les citoyens dans la démarche. Adeline, peut-être. Oui, alors pareil, François, n'hésite pas à compléter. C'est une question complexe, évidemment. On voit bien la difficulté aujourd'hui sur les sujets à la fois santé, que ce soit les enjeux aussi sur l'environnement, à être finalement mis vraiment dans le débat public. En fait, c'est pas du tout aujourd'hui la priorité dans les derniers débats qu'on a pu encore suivre hier soir. Donc c'est vraiment un sujet qui est épineux. Nous, notre conviction au sein de l'équipe OnePoint, c'est qu'en fait, on ne peut pas vraiment parler d'un sujet qu'on ne connaît pas. Et on a bien vu dans l'étude qu'en fait, 60% il y a plus de 60% des répondants qui ne connaissaient pas déjà le concept de One Health. Alors après, on peut se dire c'est de l'anglais, etc. Il y a le concept d'une seule santé aussi, quand on le traduit en français, même si c'est pas, certains les puristes vont dire que c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas c'est la traduction littérale. Mais pour autant, on voit bien aussi que les répondants, une fois qu'on leur explique ce que c'est, qu'on leur donne la définition brute, ça parle à tout le monde en fait. C'est quelque chose qui est assez intuitif pour tout le monde de se dire qu'en fait, bah oui. Évidemment, la santé humaine n'est pas isolée des autres santés. Donc, à la fois, c'est quelque chose qui est intuitif et compréhensible par tout le monde, et à la fois, effectivement, il y a ce côté qui peut être un peu opaque, en tout cas de se dire comment moi je peux agir. Et puis après, il y a le sujet de la priorisation de ce sujet-là dans le débat public, qui est ressorti aussi de l'événement qu'on avait conduit en février, où finalement, il y avait Vincent Vigneron, qui est membre du COPIL, qui disait qu'aujourd'hui, ça avait été un sujet qui avait été bien identifié par la sphère de la recherche et de l'enseignement. On voit que dans le secteur de l'agriculture, ils y sont confrontés chaque jour. Le secteur de la santé également, on avance les prix frontalement avec la crise Covid. Donc aujourd'hui, finalement, il y a une prise de conscience de certaines personnes au sein de certains ministères, mais il n'y a pas encore de débat public sur le sujet réellement acquis. Donc voilà, le point de vue de Vincent Vigneron, effectivement, lors de cet événement, c'était de dire que finalement la prochaine étape, ce serait le passage dans le débat politique de ce type de ce sujet en fait, de One Health ou une seule santé, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas de cette porosité qu'il y a entre à la fois les sujets environnementaux, de la santé animale et de la santé humaine qui sont interdépendants et sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Pourquoi Totalement d'accord, bien sûr. Juste peut-être, effectivement, il y avait dans la question comment faire en sorte que les informations puissent se recouper, etc. Je reviens sur cette histoire de standards de données. C'est seulement si chacune des sources d'informations devient quelque chose d'utilisable. Donc, si on met en œuvre les technos pour que les informations ne soient pas juste quelque chose qu'on regarde à l'écran mais qui nécessite d'être réinterprété, on n'y arrivera pas. Donc il y a vraiment cette étape-là. Et ensuite derrière, comment faire avec le citoyen. Et vraiment, là, je dis citoyen plutôt que patient en l'occurrence. Et il y a peut-être deux choses. Il y a d'une part, ça avait été superbement fait pendant Ma Santé 2022 avec le fait d'inclure des citoyens dans la réflexion de à quelles conditions ce serait bien de faire de la e-santé et que les citoyens émettent leurs idées sur moi je veux bien qu'il y ait de la e-santé mais à condition qu'il y ait ça et puis qu'on tienne compte de ça. Et en l'occurrence, probablement que sur One Health, ce serait intéressant qu'il y ait comme ça autant que possible de groupes de citoyens qui, pour répondre à la question à quelles conditions vous voudriez qu'on fasse ces choses-là, seraient obligés de se renseigner et de s'éduquer eux-mêmes et de répondre à cela. Et ensuite, une autre façon d'impliquer le patient, me semble-t-il,
ce serait dès lors qu'on aurait des cas d'usage particuliers, et bien qu'il ait sur son mobile, d'une part, certains résultats de ce qu'on ferait, mais en plus qu'il puisse rajouter des informations lui-même et inclure le patient dans la boucle d'informations. C'est probablement à cette condition-là que d'une part, on ne manquera pas certaines infos, et d'autre part, que il sera partie prenante de ce qui est en train de se passer. Très clair, merci à vous deux. Alors, question suivante. Quelles sont les actions de l'ANSES en faveur du One Health, s'il y en a? Adeline, François. Oui, alors il y a plusieurs actions effectivement qui sont reprises d'ailleurs sur leur site, donc je vais mettre directement le lien. Peut-être juste en synthèse, voilà, ils ont sur la page que je vais vous mettre, il y a 5 exemples de thématiques qui sont phares pour eux sur le sujet One Health. Il y a le sujet des vecteurs, les insectes et les acariens, qui sont des nuisibles, qui peuvent être des nuisibles émergents à l'influence du changement climatique sur la santé. Il y a tous les sujets des zoonoses, évidemment. Il y a tout ce qui est antibiorésistance, dont on parle beaucoup pour les usages vétérinaires notamment, mais qui peuvent aussi affecter la santé humaine. Il y a tout ce qui est santé des abeilles, en lien avec l'agriculture, et puis le sujet de la santé végétale, également avec tout ce qui est parasites, plantes envahissantes, etc., sur lesquels ils travaillent. Je vous mets tout de suite le lien de la page qui sont dédiée à ce sujet. François, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Rien à ajouter à la parole d'expert. Alors, question suivante, on enchaîne. Alors, c'est un petit peu dans le même esprit. Est-ce qu'il y a des délégations ministérielles ou numériques en santé qui sont partie prenante de cette dimension? Moi, ce que je peux juste vous dire, c'est que à l'événement de la semaine dernière sur lequel j'étais présent chez Agridé, il y avait aussi la nouvelle Institut One Health qui était présente, qui vient de se créer, qui est à la conjonction des 3 ministères, des 3 grands enseignements, et que cet institut qui est en train de se mettre en place à Paris, justement, elle va former des professionnels de l'administration, de la santé, des grands groupes, des grands corps de l'État, pour justement bien comprendre ces interactions. Donc, l'Institut One Health, elle est en train de se déployer. Et si vous avez l'opportunité, je vous invite à suivre les actualités de notre enjeu, vous verrez que toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les découvrir, que ce soit les initiatives d'Agridé, de VetIntech ou bien sûr de l'Institut One Health, bien sûr, de l'actualité de Pléiade et des travaux de OnePoint et d'Adeline. Voilà, hop, on va enchaîner parce qu'on a pris du temps. Alors, question suivante. Comment sécuriser l'accès à toutes ces datas et ces flux? Toi, François, qui est sur ces problématiques-là, avec déjà PharmaClass, comment est-ce que vous abordez ce sujet? Alors ça, c'est vrai que c'est un grand sujet. Il y a tout type de données, mais par nature, dans ces histoires-là, il va y avoir des données hyper protégées et où, de fait, on ne pourra faire des actions que si on peut garantir une sécurisation totale des données. C'est d'ailleurs même prioritaire à 2 points de vue. D'abord parce que oui, c'est des données protégées, et d'autre part parce que si on n'a pas dès le début une réponse à cette question de oui, on arrivera à sécuriser les données, de toute façon, aucun projet n'aura lieu. Personne ne va passer du temps dans un projet pour lequel on n'a pas une réponse à cette question. Nous, en fait, dans le cadre de KinTurtle, nous n'avons pas eu ce souci dans les premières années parce que notre logiciel PharmaClass, qui permet aux pharmaciens hospitaliers de trouver les risques médicamenteux dans toute la population de l'hôpital. En fait, nous le mettons en place dans l'hôpital, donc ça fait partie du SIH, et donc nous n'avons pas
un effort énorme à faire côté protection des données. On se met dans le cadre du SIH de l'hôpital. On est maintenant dans 54 hôpitaux en Suisse, France et Belgique, et face à n'importe quel des pays, face à n'importe quel contexte, on a pu s'intégrer et cette question de protection des données a été gérée parce qu'on est à l'intérieur de l'hôpital. Par contre, dans le cadre du Ville Hôpital et de l'ouverture à des cercles de soins beaucoup plus larges, bien sûr, la question se pose. Et en l'occurrence, dans le cadre de Bourgogne-Franche-Comté, nous nous sommes positionnés dans le grade, donc sous mandat de l'ARS, de façon à être là aussi dans un cadre précis. Et on pense que c'est effectivement une solution qui est à généraliser. Mais au-delà, très simplement, comme Pléiade va certainement avoir des déclinaisons assez différentes d'une région à l'autre, selon les choix des ARS et grades et des conseils régionaux, selon les priorités qui seront faites. Nous savons que nous aurons à nous adapter et à assurer cette sécurité de diverses façons. C'est pour ça qu'on a fait dans le consortium avec Alcatel et le CEA. D'une part, Alcatel est le meilleur en Europe et en étant souverain européen pour tout ce qui est de cette sécurisation. Donc, si nous amenons des données jusqu'au mobile du patient ou du professionnel de santé en équipe mobile, Alcatel a les capacités et toutes les technologies pour faire en sorte que c'est sécurisé jusque dans ces éléments-là. Et puis, avec le CEA, on va très loin dans la direction de faire en sorte que les datas puissent rester là où elles sont et que nos algorithmes à nous, KinTurtle, puissent d'une certaine façon se balader entre les différents endroits où elles sont sans les en sortir pour qu'on arrive à déduire des informations du croisement de ces données sans avoir sorti les données de là où elles sont. Donc ces deux forces technologiques d'Alcatel et du CEA font que avec notre Pléiade, on sait qu'on aura des réponses aux différentes questions posées selon l'architecture que nous serons amenés à faire dans les différentes régions. Mais nous savons aussi que ce sera tout un travail parce que effectivement, c'est une vraie problématique. Et juste pour rappeler que dans le cadre de nos tutelles technologiques, on a aussi un hub cyber et sécurité sur lequel et des membres qui sont, j'allais dire, à l'état de l'art et avant-gardistes sur toutes ces problématiques d'identité, d'accès et de gestion des droits. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vais remercier sincèrement Adeline pour son intervention, la préparation de ce webinaire, et puis François pour sa présence et son intervention. Remercier tous les participants et puis les participants du futur qui vont pouvoir cet été bien s'occuper pendant leurs vacances à écouter le webinaire puisqu'il sera disponible en replay. Et je remercie aussi Catherine qui a œuvré, merci Catherine, à l'organisation de ce webinaire et de toute la séquence du tech. Donc encore bravo à toi. Et voilà, juste pour vous rappeler qu'on est seulement la première matinée. Donc, on en a eu 2 ce matin. Et puis là, on est parti pour 3 jours. Donc, n'hésitez pas. On a des sujets vraiment passionnants cet après-midi sur la restitution du groupe de travail blockchain qui travaille déjà depuis un petit moment. Il y aura vraiment du contenu très, très intéressant. Là, cette fois, un peu plus technique, mais qui peut rejoindre les problématiques qu'on a évoquées, puisque on aura un sujet autour de l'infrastructure réseau et de la capacité à faire de l'IoT industriel qui peut être déployé aussi sur des territoires bien entendu. Et puis, on n'oublie pas que pour faire de la tech, pour faire des innovations et répondre aux cas d'usage, il faut du monde. Et pour avoir du monde, il faut avoir des gens bien formés et bien recrutés. On a plusieurs webinaires sur ce sujet, en particulier sur les doctorants. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien. Peut-être on peut le remettre dans le chat. Tu l'as déjà remis. Très, très bien. Fabuleux. Eh bien, voilà. On arrive au terme. Merci encore à vous tous. Et puis, à très bientôt. Le 3, donc mercredi, on a une journée présentielle dans le 13e. Plein de sujets, des interactions très intéressantes. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre pour cette belle journée en présentiel de Saut Deep Tech le 3 prochain.
Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Voilà, merci à Bonne journée. tous. Au revoir. Au revoir.